avez d'ailleurs présenté en février dernier dans un mode digital avec Adrien Couret le manifeste de l'AM qui remet en perspective les valeurs communes du mutualisme. Conscient que notre modèle, aussi vertueux et sincère qu'il soit, n'est pas bien connu des Français, notamment des plus jeunes, alors qu'en réalité, il répond à leurs attentes en termes à la fois de gouvernance participative et d'utilité sociale, nous avons lancé une campagne de communication à destination des 25-35 ans. C'est une réelle réussite avec plus de 2 millions de vues sur les réseaux sociaux. J'en profite également pour vous remercier, vous, les ambassadeurs du mutualisme que vous êtes tous, pour l'énergie que vous déployez au quotidien à mieux faire connaître qui nous sommes auprès de tous les publics. Ces efforts payent. Pour preuve, en 2020, les assureurs de l'AM ont enregistré près de 400 000 nouveaux sociétaires. Ce chiffre est très significatif et nous y voyons un attachement des Français aux valeurs que nous portons. J'en viens à notre journée de l'AM. Comme vous le savez, l'édition 2020 n'a pas eu lieu en raison de la concrétisation d'un risque que nous avions tous identifié dans nos cartographies, mais qui n'y occupait pas forcément la première place. Et je veux bien évidemment parler de la pandémie. Et c'est d'ailleurs l'un des aspects que nous évoquerons aujourd'hui, parce que notre après-midi sera consacré à 3 risques qui croissent actuellement à toute vitesse: le risque pandémique, le risque cyber et le risque climatique, naturellement. Juxtaposition des crises auxquelles nous avons été confrontés en l'espace de 15 ans, crises qui sont toutes de nature à éprouver durement la capacité de résilience des pays, et qui se sont superposées, articulées les unes aux autres, dans un laps de temps très court, ayant des effets que nous n'avions jamais connus si l'on s'inscrit dans le temps long de l'histoire de l'Union européenne, par exemple. Je vais être précis. Crise financière et bancaire, comme un effet d'une mondialisation et d'une globalisation non régulée, non maîtrisée, qui aboutit à la crise des subprimes, mais aussi à une crise du système financier, au point que certains États, à la fin des années 2000, se sont posé la question de savoir si les conséquences sur l'économie réelle de la crise financière ne seraient pas absolument insurmontables, et si l'économie capitaliste pourrait se relever d'un contexte qui témoignait du caractère pernicieux et pervers de la spéculation et de la financiarisation de l'économie. Le prospectiviste, il a un panel, disons, un peu plus large. Alors, il utilise des modèles mathématiques, des modèles informatiques, mais aussi des articles scientifiques, des rapports, et pourquoi pas aussi de la fiction, c'est une idée que je vais essayer de développer devant vous, de l'imagination et de l'intuition. Et donc, avec tout ça, avec tout ce gloubi-boulga, il fabrique des scénarios. Et quand c'est un prospectiviste un minimum sérieux, ces scénarios sont composés de 2 éléments qui sont la continuité et la rupture. Pourquoi ? Parce que quand on observe le fil du réel, le fil de l'histoire, on constate toujours qu'il est fait de continuité, c'est-à-dire de changements graduels, et de rupture, c'est-à-dire de changements globaux et soudains. On est quand même là en ce moment aux premières loges pour constater ça. Et quand je dis que quand on fait de la prospective, il faut mettre ces 2 éléments, je ne le dis pas de manière complètement innocente, c'est-à-dire qu'on voit des livres de prospective, des analyses de prospective, de brèves histoires de prospective, d'essayistes fort renommés, qui en réalité ne font pas vraiment de la prospective parce qu'ils passent leur temps à tirer le fil du présent, le fil du réel. Aujourd'hui, quand on parle de changement climatique, il faut arrêter d'en parler au futur. On le vit. On le vit depuis des années. Et l'idée que tout ce qui a été dit en introduction, se préparer, anticiper, s'adapter. C'est ça, c'est de là qu'est née l'idée, ça va faire 15 ans, dans quelques jours, il y a eu la création de Prédic, filiale de Météo France d'Airbus, où comment utiliser les technologies et l'intelligence humaine quand même, pour pouvoir préparer, comprendre, anticiper
et diminuer les conséquences. Donc c'est ça la raison d'être de prêt. La technologie, elle rentre dans le jeu de la prévention. C'est-à-dire que, par exemple, on peut utiliser des sondes connectées pour éviter une inflammation de fourrage dans l'agriculture. Eh ben, c'est de la technologie au service de la prévention. Et les outils qui permettent de sensibiliser et d'éviter une surexposition au risque, c'est ce que propose Predict Service sur le domaine, c'est intéressant. Alors évidemment, dans le cas de la pandémie, la diffusion, ça va être directement les pouvoirs publics qui vont préempter cette information et qui vont communiquer à travers les médias, puisque par définition, ça concerne tout le monde, cette sensibilisation. Là, on est bien sur la pandémie avec des outils de prévention qui sont soit physiques avec le masque, soit la désinfection, soit la vaccination. Comment on fait pour mieux comprendre le risque avec de nouvelles technologies, notamment comment on peut passer d'une logique stochastique, statistique, qui est un peu, on regarde dans le rétroviseur, à une logique qui est plus comment on modélise en fait les variables d'un point de vue physique pour pouvoir anticiper des événements qu'on ne peut pas observer dans le rétroviseur. Si on pense notamment en feu de forêt, par exemple à côté de Vancouver cette année, avec des températures qui approchaient 46 degrés Celsius, si on modélise uniquement avec des données passées, on sera incapable de comprendre l'ampleur du phénomène. Donc là, clairement, il y a un angle compréhension des phénomènes climatiques avec une approche physique qui demande beaucoup plus finalement de données et beaucoup plus de technologie que juste une approche stochastique sur un fichier Excel. Parce qu'ailleurs dans le monde, c'est soit inassurable, soit c'est plutôt de l'ordre de 1000 euros, dollars, enfin mettez n'importe quelle monnaie derrière. Donc on a effectivement un véritable atout avec ce régime. Et d'ailleurs, je suis allée 3 reprises dans la vallée de la Vésubie et de la Roya après le passage de la tempête Alex. Je peux vous dire que tous les habitants, tous les sinistrés en ont évidemment bien conscience, et c'est le cas après chaque catastrophe naturelle. Vous avez cité les terribles inondations en Allemagne et en Belgique, 200 morts même cet été. Eh bien, en Allemagne, seulement 46% des assurés étaient couverts contre le risque d'inondation. On assistait, et vous l'avez évoqué, Madame le député, à propos des territoires d'outre-mer, la Corse étant un territoire d'outre-Méditerranée, les assureurs se retiraient. Il y avait de moins en moins de compagnies d'assurance qui étaient présentes. Là encore, j'ai du mal à me souvenir des raisons pour lesquelles. Et donc, in fine, pour couvrir le risque, on avait décidé de créer ce qu'on appelait le pool Corse. Donc, quand il y avait un sinistre qui était supporté par les quelques compagnies qui acceptaient encore d'être physiquement présentes via des agents, via des bureaux, il y avait ce mécanisme derrière qui permettait de servir d'amortisseur. Eh bien, écoutez, en tout cas, je note que les institutions financières au sens large, banques et assurances, sont les cibles privilégiées de tout ce dark web, cette mafia nouvelle qui est en train de s'organiser. Et donc, moi, je considère qu'il est absolument prioritaire que les assureurs prennent en charge ce risque au plus haut niveau, que ce soit partagé par la gouvernance, et que vraiment, là, ils se mettent au bon standard. Et je dis tout de suite, nous avons publié, donc c'est ma publicité, série de recommandations, 25 orientations pour la gestion du risque cyber en juillet dernier, et que bien sûr, au bout d'un certain temps, mais assez proche, nous allons faire des contrôles. On regarde ce risque, parce que dans les missions de la CCR, il y a une mission qui consiste à analyser les risques émergents. Celui-là en est un, visiblement, évidemment. Mon expérience, c'est qu'il n'est pas si récent que ça, parce que je me souviens que quand j'étais élève à l'école normale supérieure, j'avais déjà des camarades de promotion qui arrêtaient les ordinateurs à distance aux États-Unis depuis la rue d'Ulm. Donc, c'est pas quelque chose. Oui, c'est pas nouveau. Ça a 30 ans, voire un peu plus d'ailleurs. Non, n'en rajoutez pas. Donc, les choses n'ont pas vraiment changé, elles se sont amplifiées. Donc, chez CCR, on analyse ça. Je crois que on voit bien que le fait que ce soit à l'ordre du jour de réflexion comme les nôtres aujourd'hui et l'illustration que chacun y est attentif. À travailler justement sur d'autres questions comme la cyber, qui, elle, sera très porteuse dans ce cadre précis. Et le cas de l'intelligence artificielle dans un véhicule sera tranché quand juridiquement on aura décidé collectivement, au moins en Europe, le mieux ce serait carrément dans le monde, ça c'est une évidence, de quelle est la responsabilité juridique et la personnalité juridique d'une intelligence artificielle. Est-ce qu'elle en a une ou est-ce que c'est toujours un objet? Et donc il y a une responsabilité du fait de la chose de la part d'un humain qui reste responsable.